find a good shot, you should look for the good shots. Let me put you on the game. Playing basketball, reverse. C'est un jeu. Un jeu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Jeu, un nouvel épisode du jeu. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Théophile Omesser. Comment ça va Théo ? Ça va très bien Fred, ravi de te retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de défense. Théo, on a le MOOC, le magnifique MOOC sur la défense qui a été réédité en 2024. Et dans ce numéro, en fait, on a écrit énormément d'articles sur la défense et notamment un sur est-ce que la défense est morte ? Bon, on a vu que depuis, il y a eu plein d'articles, plein de vidéos, notamment de Ben Taylor et sa chaîne Thinking Basketball, qui ont parlé justement de ça et que la défense, en fait, non, elle n'est pas morte, elle est même plus forte que par le passé. Pour commencer, comment t'expliques que le grand public a une perception peut-être fausse sur la défense de manière générale ? Parce que déjà, ça a toujours été un petit peu la partie sombre du jeu. C'est pour ça qu'on avait choisi très tôt, parce que le MOOC dont tu parlais, c'était le deuxième MOOC qu'on avait sorti. Le premier, c'était sur Los Angeles, donc le sujet très un petit peu flashy, etc. Et tout de suite, on avait voulu montrer qu'on allait essayer d'aller au fond des choses avec le MOOC. Et la défense, c'est vrai que je pense que c'est l'aspect du jeu qui demande le plus de connaissances peut-être pour être apprécié à sa juste valeur et qui a souvent facilement, on peut se faire une fausse idée de ce qu'est un bon défenseur ou de ce qu'est une bonne défense ou une mauvaise défense. Et c'est pour ça que c'était intéressant pour nous d'aller là-dessus avec ce MOOC. Et pour en revenir à ce que tu disais, je pense aussi que, tu vois, toutes les questions autour de la défense actuelle, quand on dit il n'y a plus de défense, c'est que la défense, elle a énormément changé, elle a bougé. Et finalement, la manière dont elle se manifeste aujourd'hui, c'est plus exactement la même manière que par le passé. Et quelque part, j'ai l'impression que les meilleures défenses aujourd'hui, elles sont peut-être les plus invisibles parce que c'est celles qui permettent d'empêcher finalement l'attaque de développer son jeu avant qu'elle puisse le faire. C'est-à-dire qu'en gros, perturber le jeu offensif pour l'orienter vers une autre option que celle qu'elle aurait préférée. Alors que nous, finalement, le spectateur lambda, moi y compris, on va voir l'interception, on va voir le contre, on va voir l'action qui arrive en fin de possession. Mais finalement, on voit peut-être pas très bien tout ce qui a perturbé l'attaque en amont. C'est ça. Et je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. J'aimerais juste ajouter aussi que parfois, une bonne défense, c'est pas forcément perceptible. Parce que comme tu dis, la défense a orienté l'attaque vers un choix qu'elle voulait qu'elle fasse, en fait, cette attaque. Et le truc, c'est que parfois, en fait, une bonne défense, c'est des choses que tu vois pas parce qu'elles ne sont pas arrivées. On parlait en off aussi de Rudy Gobert. Ouais. Il y a plein d'actions, en fait, où Rudy Gobert a été décisif sans même intervenir, sans même faire un compte, sans même faire une interception, mais juste sa présence a fait que l'adversaire n'a pas pris de tir au cercle. Ça joue énormément. On parlait aussi de Rudy Gobert lors des playoffs, notamment face à Luka Doncic quand il jouait encore contre Minnesota, où il a été décrié parce que Luka Doncic a mis un step back sur sa tête, mais tu me le disais, c'est l'un des tirs les plus compliqués du basket en fait. Exactement, c'est qu'en fait, cet exemple, il est parfait en fait, parce qu'en plus, c'est un moment viral. Tout le monde regarde ça en disant incroyable Luka Doncic, et c'est vrai, c'est une action offensive incroyable. Mais derrière, j'ai l'impression que souvent on dit regardez, il est surcoté Rudy Gobert. En fait, il est pas surcoté. Il a contraint Luka Doncic à prendre ce que tu disais, le tir le plus difficile. Et je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête quand on parle de défense, c'est qu'il faut avoir l'humilité de savoir que tu pourras pas tout empêcher. Donc en fait, tu veux empêcher les tirs qui te semblent les plus dangereux pour ton équipe en disant les autres, tant pis. Et souvent, tu sais, c'était une expression, je crois que c'était de Mark Jackson, donc j'étais pas trop fan, tu vois, quand il commentait les matchs à la télé. Mais des fois, c'est bonne défense, mais meilleure attaque. Et dans ce cas-là, tu tires ton chapeau, t'applaudis. Et dans le cas de Luka Doncic, en fait, et de l'action face à Rudy Gobert, j'ai l'impression, bravo à Luka Doncic, mais Rudy Gobert, elle a fait son taf, en fait. C'était le meilleur tir à concéder. Voilà, exactement. Et t'as ce côté aussi sur la défense où, finalement, elle est désavantagée parce que la défense défend le panier qui est dans son dos. Tandis que l'attaque a le panier face à soi. Ça, c'est des trucs, c'est tout bête en fait quand je l'explique comme ça. Mais ça a une importance considérable. Le fait de défendre dos au panier, c'est hyper compliqué.
Exactement. Et puis l'autre élément, c'est que la défense n'a pas la balle. Donc quand tu as la balle, c'est toi qui décides en théorie de ce qui va se passer. La défense est censée être en réaction par rapport à ce que l'attaque va proposer. Et les meilleures défenses, c'est celles qui arrivent à inverser ce rapport de force et à dicter à leur manière soit le rythme, soit les orientations du jeu à l'attaque. Ouais, et ça me fait penser aussi à ce que disait Shane Battier sur Kobe Bryant. Il avait expliqué qu'un Kobe Bryant avait marqué peut-être 40 points un jour contre lui. Mais de manière générale, voilà, ce qu'il disait, c'est que moi, je faisais souvent du très bon travail sur Kobe Bryant parce que je le forçais à prendre des tirs à mi-distance, alors que ce qui le rendait élite, Kobe, c'était justement le fait de prendre des tirs au cercle, de provoquer beaucoup de lancers francs. Et il expliquait dans un podcast justement que lui, si Kobe prenait, j'ai n'importe quoi, mais 60% de tirs à mi-distance contestés, il avait fait son taf et qu'au final, certes, il aura peut-être marqué 40 points, mais lui, il aura fait son boulot en fait. Exactement, et c'est vrai que Shane Battier, c'est un exemple qui est intéressant parce que ça a été, à ma connaissance, en tout cas, l'un des premiers ou le premier joueur vraiment à se saisir des éléments statistiques et analytiques et à les ramener à un niveau individuel en fait. Et justement, à regarder un petit peu dans le cas de Kobe, où est-ce qu'il était le plus dangereux, comment est-ce qu'il générait le plus de paniers faciles pour lui. Et l'idée, c'était exactement ce que tu dis, d'enlever cette partie-là, donc les lancers francs, donc pas faire de faute, les tirs au cercle et le forcer à prendre ce qui reste le tir peut-être le moins rentable, c'est-à-dire un jump shoot contesté qui soit à 2 points ou à 3 points. Et donc, si le joueur est dans le cas de Kobe Bryant, voilà, c'est un Hall of Famer, c'est un joueur incroyable. S'il est dans un soir où il les met, encore une fois, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il a été meilleur. Et voilà, il a été meilleur ce soir-là, mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas fait ton boulot en défense. Et il y a un autre exemple que je voudrais donner dans ce cas-là, tu vois. C'est Patrick Ewing qui est sur un tas de highlights parce qu'il s'est pris des dunks sur la tête. Mais ce mec-là, il est tout le temps venu en aide, il est tout le temps venu faire son job. Et si tu regardes sur l'étendue de sa carrière, en fait, il a été excellent. C'est un des plus grands défenseurs de l'histoire. Et il a très souvent, justement, été au contre ou fait baisser le pourcentage de réussite au cercle. Donc, tu peux pas... C'est toujours cette guerre, en fait, qui est compliqué avec la défense, c'est entre le highlight qui va tourner si l'attaquant t'a eu, et toutes les autres fois où tu as réussi, et où jamais ça va être à la une du journal ou tu es en première image qui va tourner sur les réseaux. Tout à fait, comme je t'ai dit, il y a l'aspect dissuasif aussi, parce que des fois les tirs ne sont même pas pris, et ça c'est pas comptabilisé finalement dans les stats grand public, mais il y a des stats qui permettent aussi de comptabiliser justement le niveau de fréquence qui baisse quand un joueur est sur le terrain, et donc ça c'est intéressant. Ouais, carrément. Par exemple, dans le cas de Dyson Daniels, j'adore ce joueur. Hein. Franchement, déjà à New Orleans, j'avais vraiment j'aimais beaucoup ce joueur-là. L'an dernier, il a fait une saison historique en termes d'interception. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on comptabilise aussi les ballons touchés, en fait. Tu sais qu'ils sont déviés de leur course. Parce que ça aussi, en fait, même si le ballon n'est pas gagné par la défense, tu as perturbé le timing, tu as perturbé la passation du ballon. Et en fait, ces petites choses, surtout à très haut niveau, c'est des choses qui sont déterminantes, en fait. C'est ça. Et les staffs, justement, les comptabilisent aussi. Il y a ce côté hustle play. Donc, tous les deflections, quand on saute sur le ballon quand il traîne, ça, c'est des stats qui sont comptabilisés dans les staffs et que les staffs ressortent aussi aux joueurs pour leur montrer, oui, on est dans notre identité parce que justement, on s'est jeté sur ces ballons, sur les 50-50, ce qu'ils appellent quand la balle finalement n'appartient à personne. Ça peut être sur les rebonds, ça peut être justement sur les ballons qui traînent. Donc, ça, c'est sûr que le grand public n'a pas forcément ça en tête, mais les staffs en sont conscients et les font ressortir aux joueurs. Théo, pour toi, quels sont les fondamentaux d'une bonne défense ? Alors, les fondamentaux, pour moi, je vais partir de la base, en fait. Un truc que j'aurais pu dire à DU13, mais qui continue de s'appliquer finalement, même au plus haut niveau. Je pense que sur la balle, en fait, l'objectif du défenseur, c'est de rester tout bêtement entre la balle et le panier et de rester suffisamment proche du porteur de balle pour pouvoir perturber le tir en cas de tir. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait. Je pense que si tu arrives à faire ça et que tu arrives à même au moment du tir à venir contester, si l'attaquant marque, bravo à l'attaquant, mais je pense que tu as fait ton job en tant que défenseur. En ce qui concerne les autres éléments, toujours au niveau individuel, la chose toute bête, hein, si tu es défenseur sur un joueur qui n'a pas la balle, pour moi, tu dois te situer entre la balle et ton joueur. Après, c'est en fonction des philosophies de coaching ou d'équipe, on va te demander d'être plus ou moins haut sur cette ligne. Parfois, tu vas être ouvert au ballon, c'est-à-dire qu'au lieu tu vas limite
tourner un petit peu le dos à ton défenseur de manière à voir la balle. D'autres vont te demander d'être fermé, donc tu vas plutôt être face à ton joueur avec une main qui va être sur la ligne de passe. Ça, c'est des philosophies d'équipe, c'est des choix de coaching. Mais je pense que c'est à peu près ça pour les aides. Et puis après, je vais te laisser la parole après, parce que sur le collectif, il y a d'autres éléments aussi. Ouais, je te suis sur le côté contenir la balle. De toute façon, moi, c'est aussi ce que j'enseigne, surtout aux jeunes joueurs, c'est que vous ne défendez pas sur un joueur ou une joueuse. Vous défendez l'espace, en fait, entre le ballon et le joueur, mais aussi le panier. Parce que le panier, ça reste ce qu'il faut protéger en priorité, c'est le panier. C'est là où les points sont marqués. Et on parlait tout à l'heure, mais les tirs pris au cercle, c'est les tirs à plus haut pourcentage. Donc, il y a quand même cette idée de toujours pouvoir protéger le cercle. Et de toute façon, on le voit aujourd'hui en NBA, il y a pas mal de défenses qui flottent. Même les défenses individuelles, aujourd'hui, ressemblent beaucoup à des défenses de zone parce qu'on a toujours un protecteur de cercle. Et justement, il y a ces statuts aujourd'hui. Un défenseur a toujours un statut. Et il faut bien le comprendre. Même quand il est loin de la balle, il a un statut. Et ça c'est, on va dire, des notions qui sont aujourd'hui de plus en plus comprises, même au niveau amateur. C'est qu'on a le défenseur du porteur de balle qui peut avoir un statut. Moi, je demande, par exemple, au défenseur qui défend sur la balle de crier balle. Comme ça, tout le monde est au courant. Ensuite, il y a les aides proches. Donc, moi, ces défenseurs-là, je les appelle les défenseurs du gap. Le gap, c'est vraiment l'espace entre le porteur de balle et le prochain défenseur. C'est surtout pour défendre le drive. Et ça, c'est devenu, de toute façon, une priorité parce qu'il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses qui sont performants sur les drives. Et tu as le côté protecteur de cercle. On appelle ça souvent, ça dépend, mais safety. Ouais, c'est le terme qui revient le plus souvent maintenant. Safety. J'ai l'impression, Voilà, le protecteur, c'est safety, comme dans le foot américain, c'est celui qui va protéger justement ces actions-là. Et là, on parle du panier. Et tu as le goalkeeper. Le goalkeeper, c'est celui qui protège le safety, qui va défendre un peu sur deux joueurs, en fait. On appelle ça le gardien parce que si le safety est proche du cercle, potentiellement, il abandonne son joueur. Et du coup, il faut qu'il y ait un joueur qui puisse défendre sur le défenseur du safety, l'attaquant du safety et son défenseur. Donc, il défend sur deux joueurs en même temps, ce qu'on appelle un goalkeeper, un gardien de but. Ouais. Et je te rejoins notamment sur les aspects communication parce que je pense que c'est vraiment... basket, c'est un sport collectif. Il faut qu'on puisse communiquer, mais j'ai l'impression qu'en défense, c'est vraiment l'aspect sur lequel on peut pas se priver de communication et qu'une bonne défense, c'est une défense qui communique parce que tu veuilles être agressif ou pas sur la balle, face à des bons attaquants, tu vas être passé. Donc, tu vas avoir besoin de tes camarades et de tes coéquipiers ou coéquipières. Et donc, tu vas avoir besoin de communication. Et il faut aussi, encore une fois, je pense qu'il y a toujours cette part d'humilité je pense que pour mettre en place une bonne défense, il faut la volonté de gagner la balle. Il faut aussi une part d'humilité en sachant que tu vas être battu, que même si imaginons sur défense de pick and roll, imaginons que tu dis nous on change jamais sur pick and roll, c'est pas notre option, on a d'autres options. Il y a un moment où tu seras forcé, l'attaque te forcera malgré tout à changer. Et à ces moments-là, ces moments clés, il faudra que tu puisses te reposer sur de la communication suffisamment claire pour que tu puisses t'adapter. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ce que tu dis là, sur le fait de demander aux défenseurs sur le porteur de balle d'annoncer quelque chose, je te rejoins à 2000%. Moi, c'est pas le même code, mais moi aussi, je demande à ce qu'on dise « j'ai » par exemple, simplement. Et derrière, chaque joueur ou chaque joueuse, en fonction de la situation dans laquelle il se retrouve, il a quelque chose de spécifique à annoncer. À la fois de manière à donner une information au défenseur qui défend sur la balle, parce que tu disais, lui, il est dos au panier, mais il est aussi souvent dos à tout ce qui se passe derrière lui. Il est un petit peu sur une île et il a besoin en fait de communication et d'information pour savoir justement à quel point il peut être agressif, pour être sûr qu'il y a bien des gens qui sont une armée derrière lui en fait pour assurer ses arrières. Et ce que j'aime bien dans le fait de devoir annoncer sa position, c'est que ça permet aussi, et notamment sur les jeunes joueurs ou les jeunes joueuses, c'est hyper important. Ça leur permet, en donnant l'information, de vérifier s'ils sont là où ils sont censés être. Et voilà, ça, c'est des éléments, je trouve, hyper intéressants. Et juste pour finir, cette maxime, mais que moi, je répète souvent, qui est que si toi, à l'entraînement, tu es en train de travailler la défense, normalement, quelqu'un qui est à l'extérieur de la salle et qui ne voit pas le terrain, mais qui va rentrer dans la salle, il doit le savoir parce qu'il entend que ça parle, il entend que ça gueule, etc. Et que souvent, je pense qu'une bonne défense, tu sais que c'est une bonne défense juste à l'oreille, en fait, par le volume et le niveau de communication qu'il y a entre les joueurs. C'est ça, c'est vraiment hyper important. C'est même la clé, même au plus haut niveau, avec le bruit dans les salles. Et en plus, en termes pédagogiques, le fait justement de
tout le temps parler et même dire son propre statut, ça te permet aussi de mieux apprendre. Et comme tu dis, sur les repères, sur l'apprentissage, c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille pour les jeunes. Et chez les jeunes, j'en parlais aussi avec un ami récemment qui coach des U15 filles. L'idée, moi, j'aime bien de switcher sur tout parce que justement, ça te pousse à communiquer. Parce que tu changes il n'y a plus de repères de joueurs. On a la balle, une joueuse ou un joueur n'a pas un joueur en particulier. Ouais. En fait, c'est dans cette idée-là de se dire on défend tous ensemble. Les 5, on défend toujours sur la balle et on protège tous le panier. C'est ça l'idée. Juste sur cette notion, parce que tu vois, je la partage. En fait, moi, j'ai cette phrase que je répète tout le temps, c'est que le défenseur ou la défenseuse qui prend la balle a toujours raison. Elle n'a jamais tort, à condition d'annoncer. C'est-à-dire que si t'es une grande et tu vas prendre la meneuse adverse parce qu'elle est laissée toute seule et qu'elle a le ballon, si tu annonces, tu as toujours raison. Derrière, c'est à tes coéquipières ou à tes coéquipiers de se débrouiller pour prendre les joueurs restants. Et c'est la même idée que celle que tu soulignais, c'est qu'en fait, finalement, on s'en fout du joueur. Ce qui nous importe, nous, c'est de contenir la balle et que la balle, où qu'elle soit, le porteur de balle, où qu'il soit sur le terrain, c'est le joueur le plus dangereux parce que les autres, même s'ils sont démarqués sous le panier, ils peuvent rien faire s'ils n'ont pas le ballon. Donc, ce joueur-là, pour moi, il doit toujours être contrôlé. Ouais. Mais en fait, c'est une question aussi de facilité. De savoir que tu gardes ce joueur, c'est facile parce que c'est ce joueur. Mais c'est pour ça que les jeunes entraîneurs devraient justement initier à ce côté, on défend sur tout le monde en fait. Et qu'un joueur en particulier, c'est pas si important que ça. On va continuer du coup sur les règles, Théo, qui ont facilité la tâche de la défense. Là, je te parle vraiment du côté historique. Ouais. Selon toi, quelles sont les règles qui ont vraiment facilité la tâche de la défense? Alors, la première qui me vient en tête comme ça, c'est l'élargissement de la raquette dans les années 60, notamment pour contrer l'impact de Will Chamberlain. Qui était dominant. Ouais. Voilà, qui était tellement dominateur qu'ils se sont dit, non, faut le forcer à reculer du cercle. Ça, c'est le premier. Plus tard, qu'est-ce que... C'est le premier qui me vient en tête comme ça, qui ont facilité la règle de la défense. Sinon, il y a les règles, pardon, il y a les règles, les 8 secondes pour franchir le milieu de terrain. Toutes les règles liées au chronomètre, en fait. 8 secondes, 24 secondes. C'est-à-dire que si tu défends bien, il suffit pas simplement que tu gagnes la balle ou que l'adversaire perde. Si tu arrives à l'empêcher de prendre un tir ou de franchir la ligne médiane dans un certain temps, ça veut dire que ta défense a gagné le droit de récupérer la balle. Ouais, donner une contrainte de temps, ça permet aussi à la défense de justement pouvoir, peut-être pas plus facilement défendre, mais en tout cas, elle n'est pas complètement désavantagée. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Moi, j'ai noté le hand-checking. Oui. On en a souvent parlé. Les joueurs NBA en parlent souvent, justement, les Scottie Pippen, à quel point en fait ça leur permettait de contenir en fait les défenseurs, surtout en périphérie. On va expliquer. Les attaquants en périphérie. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est ce hand-checking? Ouais, alors, en gros, donc ce qui est interdit aujourd'hui, c'était en gros était autorisé le fait de garder la main posée sur le porteur de balle alors qu'il est en mouvement, sachant que maintenant tu peux pas le faire. Tu as le droit de poser t'as le droit de poser la main et de l'enlever malgré tout pour jauger la distance notamment. Si tu défends sur un intérieur, tu as le droit d'avoir le bras replié dans son dos. Tant qu'il n'est pas en mouvement, dès qu'il commence à bouger, il faut que tu enlèves la main. À l'époque, tu pouvais garder ça. Et le truc, c'est que quand on dit poser la main, c'est une manière gentille de dire tenir l'attaquant. Parce qu'en fait, c'est vraiment... vous avez déjà vu les mains de Scottie Pippen. Si il pose la main sur ta hanche, en fait, il te tient complètement, quoi. Donc ça, c'est une différence énorme. On n'arrive pas à percevoir la force qu'un joueur peut mettre sur ça. Après, juste pour point de repère, en général, c'était souvent un bras cassé. On ne pouvait pas complètement... pas tendu, tu as raison. Pas tendu parce que c'est trop visible et c'était sifflé. Mais oui, ce hand-checking qui a disparu dans les années 2004. C'est en 2004 que du coup, la règle a été supprimée. On a vu que les attaquants, derrière, ont pris l'avantage. Il y avait les marchés aussi et les portées de balles. C'était moins permissif qu'aujourd'hui. À l'époque, vraiment, à l'époque, quand un joueur avait la main ouverte, c'était sifflé en général. On sifflait portée de balle, pareil sur les marchés. C'était très, très, très compliqué pour les attaquants. Il y a des fois des actions où il n'y avait pas marché qui étaient sifflées. Et j'avais aussi la mise en place de la défense de zone en 2001. Mine de rien, ça a quand même facilité le travail de la défense parce que avant ça, c'était interdit. Et du coup, on se retrouvait avec des situations où on avait un joueur au poste qui était en isolation et avec 4 joueurs extérieurs qui étaient
à proximité de la ligne à 3 points à l'opposé fait que à l'époque, on pouvait pas faire de semi-zone, d'aide. Il fallait aider complètement, faire une prise à 2, sinon c'était souvent sifflé. Hein. Ouais, c'était très souvent sifflé. C'est vrai que cette règle, alors là, c'est uniquement pour la NBA, hein, bien sûr, Bien sûr. pour les défenses de zone. Maintenant, comme tu l'as dit, on a le droit de défendre en zone. Simplement, il y a une autre règle qui a remplacé, c'est les 3 secondes en défense, qui veut dire qu'un défenseur peut pas être plus de 3 secondes dans la raquette s'il n'est pas en mesure de toucher son adversaire direct. Il me semble que c'est ça. Voilà, bon, les défenses se sont organisées autour de ça. Juste en aparté, moi j'ai hâte que la NBA juste autorise les défenses de zone. Je pense que les attaques seront toujours suffisamment fortes pour trouver des parades. Et bien justement, tu fais la bonne transition parce que je voulais parler de ce qui avait compliqué la tâche de la défense sur ces dernières années au niveau des règles. Donc tu parlais des 3 secondes, effectivement, ça a eu une influence. Bon, après les défenses, il y a toujours une manière de contourner. Alors, il y a eu l'invention du 2.9. Oui, c'est ça. Le 2.9, c'est d'attendre vraiment le dernier centième pour sortir de la raquette. Les défenseurs sont intelligents, ils comptent dans leur tête et ils sortent les pieds de la raquette avant de se remettre dedans en disant voilà, c'est pas 3 secondes. Ou tu as le cleansing. Le cleansing, c'est quand il y a un joueur qui passe dans la raquette. Le défenseur va faire une prise à 2 juste et toucher, et toucher pour faire comprendre aux arbitres, j'ai eu un joueur pendant une seconde ou quelques secondes, ça fait pas 3 secondes que je suis dans la raquette. Donc ça a été des manières de contourner ça. Mais comme je te disais, il y avait les marchés aussi. Les marchés aujourd'hui, c'est vachement plus permissif et le pas zéro qui a encore plus facilité la tâche des attaquants et compliqué celle des défenseurs. Et j'ai marqué aussi la ligne de 3 points. La ligne à 3 points a vraiment compliqué la tâche de la défense parce que avec l'adresse qui s'est améliorée au fil du temps, enfin en tout cas la fréquence qui s'est améliorée, qui a augmenté, les défenseurs ont eu de plus en plus d'espace à couvrir et ça a vraiment compliqué leur tâche, notamment en NBA où la ligne est légèrement plus éloignée. Ouais. Moi, je rajouterais une dernière chose et pour le coup, c'est pas une règle, c'est vraiment une règle oubliée. C'est les marchés sur les joueurs qui jouent postés en NBA, qui sont quasiment tout le temps, on les laisse quasiment tout le temps changer leur pied de pivot. Et ça, en fait, pour le défenseur, tu te mets dans une situation où c'est injouable, en fait. Parce que si tu es face à Joel Embiid, qu'il a pris la position en se retournant, donc il a un pied de pivot qui est établi, toi, tu vas pouvoir choisir une orientation. Si derrière, il se remet face au cercle et qu'il peut changer son pied de pivot, je vois pas comment tu peux défendre sur ce type d'action. Et ça, pour le coup, c'est pas dans la règle, c'est vraiment du laisser faire en NBA que je trouve hyper dommageable. Ouais. Et il n'y a pas que ça. Hein. Il y a Jimmy Butler qui est le roi pour faire, tu sais, il fait un jab step et il va changer de pied aussi. Voilà, c'est jamais sifflé. Et même en Europe, c'est pas sifflé. Hein. J'ai vu notamment Mathieu Strazel, c'est pas contre lui, mais j'avais vu faire ce move-là en U20 lors c'était un championnat d'Europe U20 où il fait exactement le même move, où il change son pied de pivot après avoir fait un jab step et c'est pas sifflé. Enfin, moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était pas sifflé. C'est d'autant plus incompréhensible que si tu vas voir un match de U15 département, n'importe où, et je dis U15, j'aurais pu dire autre chose, les arbitres vont être hyper stricts et parfois même siffler des marchés sur des départs directs, tu vois, qui sont pas établis. Et du coup, c'est encore plus frappant, je trouve, entre la rigueur qu'on demande à des basketteurs amateurs et finalement le laisser faire qu'on peut laisser au plus haut niveau. Ça, je le comprends pas, en fait. Il y a pas de raison de laisser ça. Mais je vais quand même donner un peu de crédit aux arbitres. C'est un sport qui est quand même très compliqué à arbitrer. Parce qu'on parle de pas zéro, mais sur le moment, pouvoir détecter si c'est un pas zéro, c'est hyper difficile. En fait, les règles sont trop compliquées pour les arbitres. Et pour les joueurs aussi. Je suis d'accord, et il y en a trop. Et c'est pour ça, c'est une des autres raisons pour lesquelles je déteste les 3 secondes en défense en NBA. C'est que je trouve que ça demande trop de choses à gérer aux arbitres. En fait, tu leur en demandes trop. Et en plus, maintenant, on leur demande la perfection. Parce que, encore une fois, en NBA, où maintenant, tu as des rapports d'après-match qui vont pointer du doigt les erreurs arbitrales. Moi, ça, je le comprends pas du tout d'un point de vue communication. Je trouve ça absurde, en fait. Donc, je te rejoins là-dessus. Ouais. Théo, je te propose une plongée vers les grandes évolutions tactiques défensives. Donc, on va commencer tout simplement par les défenses de zone. Alors, est-ce que tu sais à peu près quand sont apparues les premières défenses de zone ? Non, je ne saurais pas te dire ça. Eh bien, quasiment aux origines du basket, dans les années 1910. Moi, je suis pas câblé pour ces années-là. Et on parle de quoi 20 ans après l'invention de ce sport par James Naismith. Et en fait,
on a vraiment vu débarquer ces défenses de zone, surtout dans le basket universitaire. De toute façon, le Ouais. basket, au départ, hein, c'est le lycée, c'est Bien vraiment sûr. des activités scolaires. Et ça a été une manière aussi de contrer les attaquants qui étaient forts, de mettre beaucoup de densité. Je disais ça tout à l'heure, protéger le cercle. panier. Voilà, mettre beaucoup de densité près du cercle. Et ouais, ça a eu une importance considérable dans le fait de donner plus de crédit à la défense. Et la NBA, à sa création, a tout de suite interdit les défenses de zone, justement, peut-être pour éviter le côté où ça marque pas beaucoup de paniers. Ouais, pour favoriser un petit peu le score. Parce que si tu regardes, j'ai plus en tête les scores des premières finales NBA de l'histoire. Tu rigoles tellement il y a peu de points marqués. Et bon, après, historiquement, c'est aussi, il faut voir les joueurs. La plupart, c'était des mecs qui revenaient de l'armée, des militaires. Il y avait des bastons tout le temps. Il y a eu aussi le besoin de donner de l'espace, effectivement, pour éclaircir un peu le jeu parce que c'était trop rugueux. Et Clairement. favoriser un jeu de duel, finalement, plutôt que, oui, d'avoir. C'est pas forcément esthétique de voir 5 joueurs plantés près du panier. D'autant que personne ne marquait de loin à l'époque. Il n'y C'est avait ça. pas du tout de tir. Enfin, la réussite sur les tirs extérieurs était catastrophique. Donc, tout le monde essayait vraiment de se rapprocher et de marquer sous le panier. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, toi, un exemple de défense de zone qui t'a particulièrement marqué? Ça peut être dans les années récentes, mais tu avais notamment écrit un papier sur une défense de zone. Ouais, alors il y en a. Dans ce cas, il y en a 3. Alors, effectivement, dans le MOOC sur la défense, j'ai fait un article sur la défense de zone, la défense 2-3 de Syracuse. Parce qu'avec Jim Boeheim, le coach légendaire de Syracuse, il a fait toute sa carrière en coachant, en proposant uniquement une défense de zone, 40 minutes de défense de zone systématiquement, même si sa zone a évolué un petit peu au fur et à mesure du temps, notamment pour s'adapter à l'évolution du jeu. Au départ, c'était pour bloquer l'accès au cercle, et plus tard, sur la fin de sa carrière, c'était aussi il l'a rendu encore plus polymorphe, de manière à venir perturber les shooters à 3 points. Mais sinon, moi, en tant que spectateur, il y en a deux vraiment, qui m'ont marqué. La défense de zone match-up du Maccabi Tel Aviv de Pini Gershon du début des années 2000, avec lesquels ils ont été champions d'Euroleague à plusieurs reprises. Vraiment, ça m'avait marqué, tu vois, cette défense que les attaques avaient énormément de mal à attaquer. C'était David Blatt, d'ailleurs, qui était assistant de Pini Gershon à l'époque. Et je sais que longtemps, on ne savait pas trop qui avait été l'instigateur clair de cette défense. Et plus récemment, moi, j'adore les défenses de zone proposées par Eric Spoelstra à Miami, parce qu'elles sont multiformes, parce qu'elles sont déguisées, parce qu'elles sont combinées avec des principes de défense individuelle. Voilà les 3 que je citerai. Ok. De toute façon, on va parler juste après des zones match-up, parce que ça fait partie justement des évolutions de la défense. Au début, on était sur des zones qui étaient très classiques, avec finalement, bon, je vais les citer quand même. Donc, tu parlais de la 2-3 de Syracuse. Donc, on a 2 joueurs devant, 3 derrière, avec un qui reste vraiment près du cercle. Donc là, du milieu, notamment. Ouais, c'est ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'inciter l'équipe adverse à prendre des tirs extérieurs. Enfin, l'idée de base, c'était plutôt ça. On avait la zone 3-2 aussi, donc avec 3 joueurs devant et 2 derrière. Là, l'idée, c'est plus de contenir les tirs extérieurs, les shooters extérieurs, notamment les shooters en périphérie. C'est vraiment l'idée de se dire, on va contenir ces tirs à 3 points. Et de perturber aussi l'accès de la balle vers l'intérieur en mettant une grosse pression sur les extérieurs, justement, pour compliquer leur capacité à se passer la balle. C'est ça. On avait la 1-3-1 aussi qui est intervenue. Donc, un joueur devant qui souvent avait ce rôle de chasseur, orienter le porteur de balle d'un côté, et derrière, beaucoup de prises à 2, notamment dans les coins, quand la balle allait dans le corner. Les joueurs sur le côté allaient fermer, et tu as un joueur qui est aussi tout derrière, qui en général fait l'essuie-glace aussi, de corner à corner. Donc ça, c'est une défense qui est de zone plutôt agressive, où tu vas chercher à faire des interceptions, récupérer beaucoup de balles. Ouais, très agressive. Pour moi, la 1-3-1, c'est un petit peu comme une presse, mais demi-terrain. Alors, tu peux la jouer aussi tout terrain. La 1-3-1, des fois, elle peut... Mais c'est vraiment l'idée, c'est de créer ce que tu disais, ces situations de trappe où on va venir à 2 pour essayer de mettre une énorme pression sur le porteur de balle et le forcer finalement à faire des mauvaises passes. C'est pas forcément d'intercepter dans un premier temps, c'est de contraindre, de bloquer le joueur de manière à contraindre à faire des mauvaises passes et à ce moment-là, essayer de voler le ballon. C'est ça. Surtout qu'avec cette défense, on a 3 joueurs dans l'axe, en fait. Le premier qui est devant, on a souvent le poste 5 qui est au niveau de la ligne des lancers francs, et comme je disais, le joueur qui est tout derrière, qui est aussi aligné, qui peut être aligné si la balle est au centre. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'orienter d'un côté et d'enfermer dans ce côté. Voilà, on peut dire que de toute façon, finalement, l'objectif de la défense, c'est toujours de réduire l'espace de jeu
Celui de l'attaque, c'est de l'agrandir. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de spacing en jeu d'attaque depuis 15 ans maintenant. Mais le but de la défense, c'est de réduire cet espace de jeu. Et cette 1-3-1 par rapport aux autres zones, elle a vraiment cette capacité, je pense, quand elle est bien faite. C'est ça. Et il y a aussi la 2-1-2. Donc la 2-1-2, c'est une variante de la 2-3, sauf que le poste haut est plus protégé avec un joueur qui va vraiment intervenir si les adversaires mettent justement le poste 5 au niveau de la ligne des lancers francs dans le poste haut. C'est ça, ou juste en dessous. Ouais, juste en dessous. En tout cas, contrôler cette zone-là. Et tu parlais du coup des zones match-up. C'est des défenses de zone modernes, des défenses mixtes, où en fait une match-up, c'est clairement au départ une défense de zone, mais qui, selon certains mouvements, va se transformer en défense individuelle. Des joueurs vont défendre individuellement sur d'autres joueurs selon les mouvements de la balle, selon les mouvements, s'il y a des surcharges, parce que souvent, quand on attaque une zone, on veut créer une surcharge, sachant que des joueurs défendent donc une zone en particulier. Si deux adversaires vont dans la même zone, un défenseur va se retrouver en difficulté face à deux joueurs, et c'est souvent les défenses match-up permettent justement de couvrir ce type d'attaque en justement faisant dézoner un joueur et en transformant la zone en individuel. Alors, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais... Oui, mais après, c'est des concepts qui sont un peu complexes malgré tout. Et l'intérêt aussi de la zone match-up, c'est c'est ce que tu disais, c'est de faire croire à l'attaque qu'elle va avoir un avantage et en fait de nier son avantage en faisant décrocher un joueur. Ouais. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on a vu les premières défenses de zone match-up? J'aurais dit les années 90, peut-être. Un peu avant, il y a surtout John Chaney. Je ne sais pas si tu te souviens de lui à Temple, qui a été vraiment l'un des premiers, en tout cas dans le basket universitaire, à mettre en place des défenses match-up, défense de zone match-up. Lui, c'était une 2-3 avec une pression très forte sur le porteur de balle et qui donnait l'impression d'une défense individuelle, justement. Au début, c'était une 2-3 et ensuite, tu avais un joueur qui allait presser fort. Tu parlais de Syracuse. Oui. En fait, la 2-3 de Syracuse, on peut la considérer comme une match-up. Hein. Oui. Notamment à l'opposé du ballon. En fait, là, il faudrait qu'on aille encore plus loin. Moi, ce que j'adore en tant que joueur, ce que j'adorais, c'était être dans l'aide. Parce qu'en fait, quand tu es dans l'aide, c'est vraiment là où tu peux être joueur au sens propre. Te cacher, surgir au moment opportun, lire l'attaque, c'est toi qui vois le mieux. Ce que je veux dire je vais clarifier. Ce que je veux dire quand je dis défenseur dans l'aide, c'est quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes le joueur en défense qui est le plus loin du ballon, en fait. Parce que c'est vous qui voyez le mieux ce qui est en train de se passer. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, sur une zone classique, en fait, si la balle est d'un côté, mettons qu'elle soit à 45 degrés à l'opposé du dernier défenseur, ce dernier défenseur, dans une défense de zone classique, il va rester dans sa zone, il va rester en bas. Dans une défense, celle dont tu fais, dans le cas de celle de Syracuse, en fait, le défenseur qui est en bas à l'opposé, il peut rester en bas s'il y a un joueur qui est en bas, mais s'il n'y a pas de joueur en bas, il peut monter en fait. Et ta zone qui était une 2-3, elle devient une 3-2 et tu peux te mettre dans un espace et c'est quelque chose moi que j'adorais jouer ce poste-là. Ouais. Et ben tu parlais de ça et tu parlais de Spoelstra, mais la défense de Miami, c'est aussi une défense de zone match-up en fait, parce que c'est moi je l'appelle comme ça, 1-1-2-1. En fait, parce que tu as deux joueurs finalement, un premier qui va presser le porteur de balle, tu en as un qui va le couvrir derrière, et s'il y a justement un joueur qui est au poste, c'est ce joueur-là qui est juste derrière le premier joueur qui a pressé la balle qui est dans cette zone-là. Et souvent, les deux, ils interchangent. Mais tu as les deux joueurs sur le côté, comme tu disais, s'il y a un adversaire qui est à 45 degrés et qui est seul, ce joueur-là, il va sortir complètement s'il n'y a pas d'autres joueurs dans le corner. C'est ça. Voilà, donc là, on est dans cette idée en fait de zone match-up finalement, où selon le positionnement des adversaires, les joueurs qui défendent sont en individuel. Voilà. C'est ça. Mais en fait, ces questions-là sont intéressantes parce que, comme dans le jeu d'attaque, en fait, tu sais, quand on parle beaucoup de prise de décision, du fait d'entraîner les joueurs et les joueuses à prendre les bonnes décisions au bon moment, et quand on parle de ça, on parle quasiment tout le temps de l'attaque. En fait, il y a exactement les mêmes principes en défense, en fait, où tu as besoin de lire ce qui est en train de se passer et pas simplement de réagir une fois que l'action s'est passée, mais déjà dans l'anticipation de ce qui peut se passer. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans ce type de défense de zone, parce que plus tu descends de niveau, plus tu tombes sur des zones hyper strictes qui vont en gros retrouver leur intention originelle, c'est de gêner l'accès au cercle parce que le niveau global n'est pas assez expert pour pouvoir punir de loin. Voilà. Et en fait, plus tu montes,
plus tu tombes sur des aspects de ces défenses de zone que je trouve intéressants. Je voulais qu'on en parle parce que justement, c'est ce qui me rend triste un peu dans le basket amateur. C'est même. Alors, la défense de zone, il me semble qu'en U13, elle est interdite. Ça dépend des comités, Ouais, ça ça dépend dépend, des endroits et elle est pas, c'est pas toujours Bien appliqué. appliquée. Ouais. Ouais. Mais souvent, en amateur, tu vois que les défenses de zone sont appliquées pour les mauvaises raisons. Complètement Notamment d'accord. pour contrer justement le fait que les joueurs ne savent pas tirer. Mm. Et je trouve ça hyper triste parce qu'on est dans des âges où il faut aussi donner confiance aux joueurs et leur apprendre à jouer et notamment à défendre. Et là, on apprend la zone pour les mauvaises raisons. Enfin, on joue la zone pour les mauvaises raisons. Et surtout, les joueurs et les joueuses n'apprennent pas. Et ils n'apprennent même pas à défendre. Voilà, Parce c'est qu'en ça. fait, tu peux avoir le résultat escompté sans que ta défense de zone ait été bonne. Et en fait, au bout du compte, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on se retrouve face à la balle, même si tu es en défense de zone, tu es dans un contexte de défense individuelle, en fait. Et si tu es à une passe du ballon et que toi, tu es dans ta zone, tu es aussi dans un contexte de défense individuelle. Donc, tu peux pas bien défendre en zone si tu ne sais pas bien défendre en défense individuelle. Et c'est exactement ce que tu dis. Souvent, ces défenses-là, elles sont utilisées pour les mauvaises raisons, simplement en se basant sur le manque d'expertise de l'attaque. Ouais. Et en plus, tu disais un truc hyper intéressant justement sur le défenseur de l'aide, sur des zones, sur l'aspect pédagogique, c'est hyper important. Parce qu'après, sur des défenses individuelles, surtout les défenses individuelles modernes, on a beaucoup d'aspects de la zone aussi sur ces défenses individuelles, notamment du côté faible, du côté opposé à la balle, où comme on disait tout à l'heure, maintenant il y a notion de safety, il y a notion de goalkeeper, où le joueur va défendre typiquement en zone en fait sur deux joueurs. Donc ça, c'est des notions qu'on peut apprendre avec les défenses de zone, mais encore faut-il que ce soit bien expliqué et bien appliqué, j'ai envie de dire. Exactement, c'est pour ça que, comme toi, hein, franchement, sur les catégories jeunes, je pense qu'il faut pas mettre de défense de zone parce qu'en fait, c'est vraiment de la vision à court terme, c'est ce qu'on appelle la championite. Tu veux être champion de ton championnat, mais en fait, si tu as des U13 en deuxième division départementale, qui en a quelque chose à foutre que tu sois champion au bout du compte? Ce que tu veux, c'est t'es dans les stades de formation et tu veux qu'après, j'exagère, mais tes joueurs soient champions de France en senior. Tu t'en fous d'avoir été champion de D2 en 2025. Tu vois, c'est pas ça l'intérêt. Et donc je te rejoins. Je pense qu'il faut être vraiment dans la formation sur des fondamentaux de défense individuelle. Ça met en avant ton jeu offensif. Ça met en avant ta capacité à défendre. Et l'autre élément, c'est que bien sûr, quand on coach son équipe, on pense à son équipe. Mais encore une fois, quand on est en jeune, moi, je pense qu'on n'a pas la responsabilité uniquement du développement de ces joueurs. On a aussi la responsabilité, quelque part, du développement des autres joueurs contre qui on va jouer. Et en fait, en leur proposant des défenses comme ça, qui leur permettent pas de se développer, je pense qu'on rend service à personne. Ouais. Par contre, après, bien sûr, il y a un moment où c'est important aussi d'introduire la défense de zone parce que les joueurs vont devoir apprendre à la fois à la jouer, mais aussi à l'attaquer. Donc ça me semble, à partir d'un certain âge, après, c'est pas à moi de déterminer à quel âge c'est, tu vois. C'est intéressant quand même d'apporter ces éléments parce que ça donne aussi un autre niveau de réflexion et de manière de prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction de ce à quoi tu es confronté. Ouais, je partage complètement ton avis. Et je vais donner des références en Europe aussi parce que, bon, je parlais du basket universitaire, mais il y a quand même des précurseurs en Europe. Il y a Dusan Ivkovic avec le Partizan qui a fait beaucoup de défense match-up et aussi avec la Yougoslavie dans les années 80-90. Il y a Yanis Ioannidis avec Larissa Salonique aussi qui a fait beaucoup de défense match-up. Et un entraîneur que moi j'adore, c'est Eito Garcia Reneses avec la Badalone, avec le Barça. Et lui, il a amené ce concept encore plus loin avec la défense de zone monstre. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Si, enfin, je vois ce que c'est, mais je veux bien que tu me réexpliques en détail. Alors, en fait, la défense monstre, zone monstre, c'est une défense qui va se transformer. Et tu mets souvent, en fait, c'est une défense 3-2 où tu vas mettre ton poste 5 ou ton poste 4, en tout cas un joueur grand par la taille, assez mobile, tout devant. Et en fait, selon les mouvements de la balle, ce joueur-là va se replacer au poste bas, au poste haut, il va bouger en fait selon le mouvement de la balle. Et en fait, c'est une zone qui est polymorphe, qui change tout le temps de forme, un peu comme une zone match-up. Et c'est intéressant parce que les Cavaliers ont défendu comme ça contre les Pacers sur le match 3, il me semble, et ça avait très très bien marché. Ça a très bien marché sur une longue séquence, hein, en plus. Il me semble qu'ils défendent quasiment un quart-temps entier en monstre et ça a bien fonctionné. Avec Evan Mobley, du coup, j'imagine. C'est ça, avec Evan Mobley tout devant. Et donc, Eito Garcia Reneses avait fait ça avec l'Alba Berlin.
Ok. notamment, et ça avait aussi bien marché. Alors, on parlait aussi de défense de zone mixte. Il y a la box and one. Oui. Donc ça, bon, on appelle ça souvent une boîte. Donc en gros, c'est 4 joueurs en zone, c'est vraiment 2 devant, 2 derrière, et un joueur qui est marqué en individuel strict. Tu sais, ce qui est marrant, juste, j'y pense, ça, c'est qu'effectivement, le terme, c'est box and one, et que nous, en France, quand on dit faire boîte, on va cibler la personne qui est en indiv sur la personne, alors qu'en fait, la boîte, c'est les 4 autres. Bah quoi. oui, Et c'est voilà. marrant, Et moi, c'est exactement ce que je dis, parce que souvent ils disent ouais, on fait boîte, mais non, ils sont en indiv. Je dis ouais, c'est bon. Bon, je chipote. Hein. Ouais, bien sûr. Mais dans l'idée, c'est vraiment de contenir le principal attaquant adverse, celui qui score. C'est même de le couper du créateur. jeu. Voilà, c'est L'objectif, ça. c'est même qu'il puisse pas avoir la balle, en fait. C'est ça. Ouais. Donc on a vraiment un joueur qui est tout le temps sur lui, qui s'intéresse même pas à la balle. Hein. Non, qui doit Ouais. même pas aller dans les aides et qui doit simplement empêcher ce joueur de toucher le ballon. Alors, tu sais dans quelles années à peu près quand c'est apparu pour la première fois? Non, ça, je ne saurais pas dire. Pareil, dans les Ouais. années 50, 60, Ok. les références, c'est le basket universitaire. Alors après, peut-être qu'on n'a pas les références en Europe. Est-ce que tu as un exemple marquant de box and one récent? Oui, sur Stephen Curry, mais je Ouais. sais plus. Si, c'était Toronto, c'était les C'est ça, Raptors. les finales avec Nick Nurse en Ouais. 2019 qui a fait des séquences mythiques Ouais. en box and one et ça avait plutôt bien marché. Il y a la triangle 2 aussi. Donc là, tu vas plus loin, Ouais. tu mets quasiment 2 joueurs sur les 2 meilleurs créateurs adverses et tu as une défense de zone en triangle avec soit une pointe basse, soit une pointe haute. Ça dépend aussi du positionnement des autres joueurs. Là, pareil, c'est dans les années 50 que ça a apparu et c'est Frank McGuire de North Carolina Ok. et avec Dean Smith qui a repris ça aussi derrière. Est-ce que tu as c'est rare, hein, c'est plus rare une triangle 2, mais est-ce que tu as un souvenir d'une triangle 2? Et j'ai des souvenirs personnels assez douloureux parce que j'avais un coach qui voulait qu'on fasse ça en match alors qu'on ne le travaillait jamais à l'entraînement et que les mouvements des 3 joueurs qui sont en triangle, il faut quand même que tu aies un bon QI basket et de la communication. Donc à Une chaque fois, coordination. et j'étais Ouais. catastrophé quand il nous demandait de faire ça en match parce que je savais que, je passe bonjour à mon pote Nico qui était avec moi, qui soufflait aussi dans son coin, comprenant pas pourquoi on devait faire ça. Mais non, j'en ai pas à haut Ok. niveau. Non. Moi, j'en ai une très marquante. C'était au JO de 2021 à Tokyo, États-Unis, Australie. Ah oui, exact. Ouais. Et Tout à dans fait, le ouais. deuxième quart-temps, les États-Unis étaient menés de 13 points. Et après 15 minutes de jeu, donc 5 minutes dans le deuxième quart-temps. Et là, triangle 2 avec Joe Ingles et Patty Mills Ouais, qui ont exact. été pris en indiv strict Mm. et un triangle derrière. Résultat, il y a eu 8 possessions consécutives jouées en triangle 2, 4 interceptions et les Australiens qui tirent à 1 sur 4 et les États-Unis qui font un run de 14-4 pour Mm. finir le carton et derrière, ça les a complètement relancés. Ils gagnent la demi-finale 97-78 et c'est Jeff Van Gundy qui en avait parlé en plus dans un podcast. Alors, je ne sais plus c'est lequel, mais il avait expliqué qu'ils avaient travaillé ça très rapidement la veille. Il avait expliqué ça très, très rapidement. Et après, quand tu as Jrue Holiday dans ton effectif, ça... Ouais, et puis des joueurs de ce niveau-là, en fait, qui sont capables en fait, de comprendre les concepts et d'appliquer. Quoi. c'est ça. Mais c'est une défense qui, entre guillemets, triche un peu parce que ça veut dire que l'adversaire a 2 vraiment créateurs offensifs principaux et derrière, c'est assez faible et c'est une technique qui peut être utilisée face à une équipe avec, comme je le disais, deux joueurs très très forts ou un joueur très très fort pour une box and one et ça marche bien. Enfin, faut pas que ce soit utilisé trop longtemps parce qu'en général, au bout d'un moment, l'attaque Surtout à haut s'adapte. niveau, oui. Voilà, ils c'est ça. trouvent les solutions. Ouais. Ouais. Mais c'était intéressant pour moi de citer ces exemples. On va parler aussi des défenses tout-terrain, si tu veux bien, et notamment des fameuses défenses run and jump, run and trap. Est-ce que toi, tu as le souvenir de ça? Est-ce que toi, tu l'appliques en tant qu'entraîneur? Je sais qu'en jeune, c'est souvent appliqué. Ouais, alors moi, je l'ai pas appliqué en jeune. Alors là, j'entraîne plus de U13, mais c'est effectivement une défense qui est extrêmement efficace. Pour le coup, historiquement, je sais d'où ça vient. Hein, si je me trompe pas, c'est Dean Smith avec North Carolina. Ouais. Voilà, et qu'il avait notamment, il s'en était servi quand il avait coaché Team USA aux Jeux Olympiques. Mm-hmm. J'ai plus l'année en tête, pardon. Et Team USA écrasait habituellement la compétition, mais là, je sais que ça avait été l'un des éléments décisifs de leur succès. Et effectivement, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est une défense tout-terrain, donc on met une grosse pression sur tout le terrain. Mm-hmm. Ça demande de la collaboration parce qu'il y a systématiquement un deuxième joueur qui va venir prendre le porteur de balle pour le forcer à s'arrêter. C'est littéral, c'est courir, sauter
pour forcer le porteur de balle à arrêter son dribble et derrière se replacer de manière à couvrir les longues passes. Et souvent, c'est très efficace en jeune parce que les attaquants n'ont pas l'expertise ou la force de bras. Pour envoyer Voilà, ils n'ont pas l'expertise pour voir venir le joueur. Pour voir venir le joueur et faire la passe avant qu'il ne soit arrêté. Et derrière, ils n'ont souvent pas la puissance de bras pour pouvoir faire des longues passes qui pourraient fonctionner. C'est ça, donc une run and jump, c'est comme tu disais, une défense individuelle tout terrain, avec des notions de piéger en fait l'adversaire. Le jumper, c'est vraiment le côté surprise, sortir fort, et les joueurs se passent leur attaquant, parce que ça peut changer tout le temps. Alors, en comparaison avec la run and trap, c'est un peu plus, j'allais dire, rigide entre guillemets. C'est la run and jump, on oriente souvent vers l'axe en fait, vers ses coéquipiers. Tandis que sur une run and trap, on emmène souvent vers la ligne de touche. J'aimais bien cette phrase de Pep Guardiola qui disait que le meilleur défenseur, c'était la ligne de touche. Il n'a jamais perdu. Jamais perdu un duel. C'est ça. Et du coup, une run and trap, c'est une orientation plutôt sur les côtés où là, vraiment, on va fermer à deux. Alors, il y a ce côté aussi surprise. On peut sortir fort, mais c'est la run and jump. La prise à deux, elle va pas être systématique. Ça va être souvent un changement de joueur finalement. Et on va pas rester parce qu'en fait, sur la run and jump, une fois que le porteur de balle a arrêté son dribble, il y a un joueur qui décroche pour aller reprendre un joueur initial, alors que sur la trappe, on reste à deux. Vraiment. C'est ça, on reste à deux sur le porteur. Après, bien sûr, les autres joueurs équilibrent et sortent plus fort sur les joueurs qui sont proches de la balle. Et la run and trap, c'est pareil. Enfin, c'est dans les années 50 et c'est un entraîneur qui s'appelle John McClendon qui a été entraîné par James Naismith à Kansas. D'accord, donc ça, c'est assez mythique. C'est clair. Et il faut savoir que ça a été le premier entraîneur pro afro-américain. Donc, et il a organisé, alors ça c'est en cherchant, j'ai vu qu'il avait organisé des secret games entre blancs et noirs. Ah oui, à l'époque de la ségrégation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et lui, il a mis en place la run and trap à North Carolina. Donc, c'était pas le North Carolina qu'on connaît, c'était une équipe qui était composée uniquement de joueurs noirs parce que tu parlais à l'époque de la ségrégation. Et ensuite, il a importé cette défense à Tennessee et ça a très bien marché. Et un autre entraîneur, Nolan Richardson, qui a fait beaucoup de run and trap à Arkansas dans les années 90 et notamment cette équipe qui a été connue, peut-être que ça va te dire quelque chose, 40 Minutes of Hell. C'était vraiment 40 minutes en enfer avec eux et c'était des défenses très agressives avec énormément de prises à deux, notamment cette run and trap. Ouais. Moi, je l'ai fait, juste petite anecdote personnelle, parce que j'étais dans un club, donc le Paris Basket, et l'entraîneur, le directeur technique, c'est Fabrice Lefrançois, qui est aujourd'hui coach à Cholet, coach principal à Cholet, et on avait une identité technique justement sur ces défenses tout terrain, en run and jump, en run and trap, donc j'ai fait énormément de run and jump et run and trap, et le plus important, c'est l'orientation. Alors c'est vrai qu'il demandait une orientation qui était inhabituelle, complètement sur le côté en fait, où tu t'alignais en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ta jambe était vraiment au niveau du premier habit du défenseur. Tu étais quasiment, pas face à lui, mais de côté, complètement de côté pour orienter sur les côtés vers les lignes de touche et pouvoir trapper. Donc chez les jeunes, c'est très efficace et j'aime bien parce que tu as ce côté défense agressive et ce côté où tu es obligé de communiquer en fait pour bien défendre. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de défendre comme ça. Après, tu as les défenses en zone presse. Donc, c'est des défenses de zone, mais tout terrain. Pareil, c'est dans les années 50 qu'on a vu ça. Toujours le basket universitaire avec un entraîneur qui s'appelle Claire Bee. C'était l'entraîneur de Long Island, et qui a aussi entraîné les Bullets en NBA. Et lui, il faisait énormément de défense en zone presse. Donc, tu as la plus connue, c'est la 1-2-2. Mais tu as une défense aussi qu'on appelle aussi Kentucky. Parce que notamment John Calipari, mais aussi Rick Pitino avant, a beaucoup défendu comme ça. On l'appelle aussi la diamant. Donc, on a un joueur devant, deux sur les côtés, un joueur juste derrière au niveau de la ligne médiane. Et là, c'est des prises à deux très agressives. C'est un peu le concept de run and trap, mais en version zone presse, où les joueurs, finalement, ils restent dans une zone bien définie. Moi, je peux pas, moi j'aimais beaucoup celle qui était mise en place par Jay Wright avec Villanova. C'était une presse 1-2-1-1 que j'aimais beaucoup parce qu'effectivement, il y avait des moments où il trappait et des fois des moments où il faisait semblant de trapper pour forcer l'attaquant à arrêter son dribble et derrière, il se replaçait pour couper toutes les lignes de passe, justement en misant sur l'une des premières règles dont on a parlé, c'est celle des 8 secondes pour passer le milieu de terrain.
qui met une énorme pression sur le porteur de balle. Moi, j'aimais beaucoup cette presse-là. Ouais, et ben il y a Team USA aussi, les équipes jeunes Ouais. qui défendent beaucoup. C'est cette défense-là, hein, 1-2, 1-1, la Diamant, la Kentucky, peu importe. À la Kentucky, souvent, tu as un poste 4. Poste 4 devant, Ouais. grand, qui va mettre une Pour énorme. orienter Voilà, très c'est ça. fortement. Et souvent, dès la remise en jeu, ce joueur va faire la prise à 2. Mm. Tandis que ce que tu disais à Villanova, c'était pas C'est un systématique. peu plus bas, en fait. Ouais. Et puis même, c'était pas tout à fait tout terrain. Elle est plus 3/4 de terrain, en fait. cette C'est ça. presse-là. Ouais. La Kentucky, elle est plus agressive que Ouais. celle que tu décris de Villanova, où finalement on couvre le terrain et le but c'est de faire perdre du temps aussi, parce qu'on peut défendre en zone presse pour faire perdre du temps, sachant qu'il y a les 8 secondes, mais derrière tu as les 24 secondes. Ouais. Donc ça joue aussi. Et il y a un aspect psychologique que j'aime bien aussi dans celle de Villanova, c'est qu'en fait, le but, finalement, c'est d'occasionner une surcharge cognitive au porteur de balle Ouais. qui doit regarder tellement d'éléments pour lui faire perdre du temps et aussi vraiment le mettre dans une espèce d'état de confusion qui le C'est ça. pousse à faire des mauvais choix. Et casser le rythme de Voilà, l'attaque. absolument. Ouais. On a aussi du coup maintenant les défenses individuelles et l'évolution des défenses individuelles. Tu parlais tout à l'heure des défenses ouvertes à la balle. Ouais. Et ça, c'est pour moi un des grands changements des dernières années, parce que quand j'ai appris le basket en club, c'était souvent des contestations en deny. Deny, c'est vraiment tu contestes la passe, tu mets ton bras sur la ligne de passe. En étant face à ton défense, C'est face à l'attaquant. sur qui tu Ouais, défends. un peu de Ouais. trois quarts parfois. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on est sur des défenses où on doit être ouvert à la balle, on doit toujours voir la balle, et son défenseur la passe, on va la contester, mais en ayant eu une main qui est on n'est plus en deny, elle est vraiment sortie la main, mais tu dois sortir aussi l'autre main pour continuer le drive, si jamais il y a un drive qui arrive. Ouais, moi j'aime beaucoup ces défenses-là, honnêtement. J'avais vu c'est dans une petite vidéo, un colloque de Coach K. C'est Ouais. là que moi j'avais pris ça, où en fait il expliquait simplement que c'est ça. Si t'es fermé à la balle, c'est-à-dire que c'est la position que tu montres au début en deny, Ouais. si tu touches la balle, tu vas la pousser en touche en fait. Mhm. Si tu es ouvert au ballon, tu vas avoir Et la face au capacité jeu. de la Ouais. pousser vers le cercle et vraiment de la gagner pour l'exploiter tout de suite en attaque. Et c'est toujours, tu sais, ce que je trouve. Pourquoi est-ce qu'on défend en fait? C'est une vraie question en fait. Je pense qu'il faut poser en début quand on a un projet avec une équipe. Et par exemple, pour moi, je dis, on défend nous pour gagner la balle. Donc, ce qui veut dire que avec les équipes que j'encadre, on est prêt à prendre des risques parfois parce qu'on veut gagner la balle pour attaquer. On veut pas simplement empêcher l'adversaire de marquer. On veut prendre la possession du ballon pour aller marquer derrière. Et c'est ça que j'aime avec ces défenses ouvertes. Et après, il y a même ce qu'on appelle la défense à niveau, où là, À quand hauteur on est à aussi, hauteur, moi, pardon, que ça je voulais dire, j'appelle. ouais, exactement. Quand en plus d'être ouvert, on est vraiment au niveau quasiment sur la ligne de passe, pleinement sur la ligne de passe, et pas un pas en recul comme c'est souvent le cas quand C'est on ça. est dans les aides. Et là, on est vraiment dans cette notion de contenir le drive aussi. Parce Oui. que quand on défend à hauteur, le but, c'est ça. C'est si jamais il y a un drive, on puisse faire un aider-reprendre rapide. Donc, vraiment se jeter, ce qu'on appelle un stunt, comme un escrimeur. Vraiment se jeter à la balle et ensuite reprendre son joueur. Donc, ça, c'est des notions qui sont plutôt récentes. Oui. Il y a des organisations aussi. Est-ce que la pack-line, ça te dit quelque chose, la pack-line defense? Ouais, c'est vraiment l'idée. Là, c'est marrant parce que c'est une défense individuelle, mais qui reprend un peu des principes de défense de zone, C'est ça. dans lequel on va essayer de former vraiment un mur face au ballon, Tout quitte à à fait. tasser un petit peu souvent en universitaire, c'est dans la raquette, hein, quand même, Mhm. c'est le long de la raquette souvent, C'est et ça. de former un mur dense face à l'attaque de manière à faire penser à l'attaque que sa seule solution, ça va être de contourner et donc de perdre du temps, d'aller chercher des passes longues pour C'est ça. renverser le jeu. C'est ça, jouer plutôt en périphérie et vraiment inciter la balle à transiter de droite à gauche sans forcément passer par la Exactement. raquette, parce que justement, l'idée, c'est de former un bloc. En fait, c'est ça, la pack line, c'est des lignes qui sont très proches, les défenseurs sont très proches les uns des autres. Comme tu dis, ça peut ressembler à une défense de zone. Ouais. Donc ça, c'est Dick Bennett dans les années 90 avec Wisconsin, et son fils, du coup, Tony Bennett a repris le flambeau avec Virginia, et avec cette défense, il a notamment gagné le titre en 2019. Exactement. Il y avait Ty Jerome dans cette équipe notamment. Et il y a la no middle, qui a été popularisée par Chris Bird et Mark Adams à Texas Tech. Mais moi, je citerai même Tom Thibodeau pour ses défenses no middle quand il était Et assistant à Boston. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est d'empêcher l'axe, d'empêcher que le ballon aille dans l'axe et de surcharger souvent le côté fort quand il est sur un côté, notamment sur le poste bas, avec le joueur à l'opposé du ballon qui va complètement tricher, en fait, qui va complètement surcharger un côté du terrain. Et ouais, cette défense, est-ce que toi, t'avais marqué à l'époque?
Oui, je me rappelle avec Boston parce qu'effectivement, quand ils sont champions en 2008, mais c'est vrai que la défense de Boston, c'était un peu pack line, un peu no middle, enfin, tous ces principes-là, on les reconnaissait. C'était aussi favorisé par le fait que, tu vois, c'est une défense qui a arrêté d'être utilisée après l'avènement des Warriors d'être Stephen Curry parce qu'avec les split action, enfin les split action et puis l'adresse à 3 points, le nombre de tirs à 3 points qui était pris. Parce que là, à l'opposé. à l'opposé, exactement. On a créé des espaces à l'opposé et avec des longues passes, finalement, les joueurs sont mis à avoir une telle capacité à sanctionner les défenses que ce type de défense à très haut niveau, notamment NBA, a été de moins en moins efficace, voilà. Ou alors par moment ou face à des adversaires bien spécifiques. En fait, ça a bien marché, je pense, dans les années 2007-2008, parce que justement, on avait encore beaucoup de jeux au poste bas. Ouais. Et finalement, c'est très efficace au poste bas, parce que tu avais souvent un joueur qui était en contestation au poste bas, même complètement devant le joueur, et tu avais un joueur derrière. Et donc, du coup, ce joueur en poste bas était pris en sandwich. Tu avais ses orientations aussi en ice sur les écrans, ce qu'on appelle sur les pick and roll. Donc, ice, c'est vraiment interdire l'accès à l'axe du terrain, donc avec une orientation complètement sur les côtés. Donc, on sort en fait de l'écran, on s'oriente complètement quasiment face au porteur de balle pour qu'il aille, enfin pas face à lui, mais sur le côté pour qu'il aille justement s'enfermer dans un côté. C'est ça, en gros, ice, c'est imaginer qu'il y a un pick and roll qui est sur le point de se jouer d'un côté du terrain, c'est que le défenseur qui défend sur la balle va finalement empêcher le porteur de balle de prendre l'écran et il va se mettre, c'est dans la position dont tu parlais, qui est un peu paradoxale, il va se mettre complètement parallèle à la ligne de touche, quitte à ouvrir un couloir, parce que derrière, le défenseur qui lui protège, défend sur le porteur d'écran, va se mettre quasiment comme un angle droit, en fait, de manière à empêcher à la fois la prise d'écran et que le ballon aille vers l'axe du terrain. C'est ça. Et ça, c'est des défenses, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient très efficaces dans ces fins des années 2000, début des années 2010. Et bien sûr, les attaquants ont trouvé la parade. Tu parlais de Stephen Curry, des Warriors. L'adresse à 3 points a mis à mal ces défenses-là parce que quand on surcharge un côté du terrain, l'autre côté est vide. Et surtout, quand on a des joueurs d'exception à 3 points, forcément, tu punis les choix défensifs. On va peut-être pas... Alors, on va les citer rapidement, mais c'est couverture défensive sur pick and roll qui... on pourrait faire... On fera peut-être même un épisode on va faire un épisode complet là-dessus. Mais juste, pour dire, il y a des couvertures défensives plutôt agressives et d'autres plus passives. Dans les plus passives, on pense à la défense en protect ou en drop. On parle souvent de protect en Europe, en France notamment, en drop en NBA. Donc là, l'idée, c'est que le défenseur du poseur d'écran, il reste un peu en retrait. Il reste en retrait même pour pouvoir protéger le cercle. C'est ça, en fait, au lieu de... Il va pas être au niveau du porteur d'écran, il va être un petit peu en dessous, de manière à ce qu'une fois que le porteur de balle, lui, a pris l'écran, il puisse empêcher ce porteur de balle d'attaquer le cercle sur une ligne directe, en gros, quitte à laisser momentanément son joueur et après et laisser le temps aussi à son coéquipier qui défendait sur la balle de pouvoir revenir ensuite prendre son joueur. C'est souvent comme ça. C'est ça. Et c'est souvent utilisé face à un attaquant, un porteur de balle qui n'a pas forcément un tir en pull-up très efficace, notamment à 3 points, parce que tu parlais de distance. Les défenseurs en drop peuvent être en deep drop, donc vraiment plantés dans la raquette, vraiment pour empêcher les alley-oops, pour empêcher ces tirs pris au cercle. Et souvent, il faut que ton défenseur, le défenseur qui défend sur l'écran, ça marche bien quand tu as un défenseur de grande taille suffisamment mobile, par exemple Brook Lopez, qui est immense. Je pense qu'on s'en rend pas suffisamment compte avec Milwaukee. Il y a vraiment cette capacité à rester en drop, mais à quand même pouvoir, par son envergure, venir perturber le tir ou contenir le porteur de balle. C'est ça. Un bon défenseur de drop, il arrive à contenir à la fois le porteur de balle et celui qui roll. Voilà. Et Rudy Gobert est très très bon aussi là-dessus. Tu parlais de Brook Lopez. Après, l'importance quand on défend comme ça, c'est qu'il faut un défenseur aussi sur le porteur de balle qui soit très bon, qui puisse soit vite passer en dessous l'écran, ou arriver à passer au-dessus. C'est ça, plutôt passer au-dessus d'ailleurs. Mais d'être très agressif et pouvoir contenir aussi bien le porteur de balle. Mais c'est pour ça, juste pour expliquer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, dans le cas de Milwaukee, c'était intéressant quand tu avais Jrue Holiday qui défendait sur le porteur de balle, qui avait cette capacité à rester attaché au porteur de balle et à passer au-dessus des écrans. Brook Lopez en drop et Giannis Antetokounmpo en protecteur de cercle derrière. Tu comprends pourquoi la défense des Bucks de cette époque était aussi performante. C'est ça. C'est la clé. De toute façon, NBA, on parle souvent aussi d'attaque, mais la défense, ça reste clé. Le socle, bien sûr. Ça reste clé. Alors, c'est pas forcément le plus important, mais tout est important. L'attaque et la défense. En fait, dans l'article que j'avais écrit, il y avait l'adage que la défense aidait à gagner des championnats. Enfin, que l'attaque
pouvait faire gagner des matchs, mais la défense faisait gagner des championnats. En fait, c'est beaucoup plus nuancé. Ouais, complètement. Il faut être bon, très bon en attaque, mais aussi au moins moyen plus en défense pour C'est gagner. ça. Ouais. Juste sur les couvertures défensives sur pick and roll, mais plus agressives. Alors, on en a beaucoup. On a les défenses en step. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on appelle c'est en Europe, en France. En step, l'idée, c'est que le défenseur du poseur d'écran, déjà, défend à hauteur, au niveau de l'écran, et puisse sortir fort, soit sur un pas, ce qu'on appelle un step out classique, sur un pas, c'est une sorte d'aider reprendre ou au moins de se montrer. On appelle ça show aussi en NBA. Ou carrément sortir plus agressivement en trap, faire une prise à deux. On appelle ça blitz en NBA où il y a vraiment une prise à deux après l'écran. Donc il y a ça, il y a aussi il y a les switches. Où tu vas jumper aussi, tu vas sortir très agressivement. Et on a cette défense switch and double. Donc au début, le défenseur du poseur d'écran, il va sortir. Donc tu as un mismatch porteur de balle face à un poste 5. Et derrière, il y a une prise à deux qui va s'enclencher. C'est pour faire perdre un peu le timing en fait, de l'attaquant et de l'attaque adverse. Ouais, il y a aussi, mais tu l'as noté peut-être la défense en next aussi, qu'on voit beaucoup je l'avais noté. Ouais. Je l'avais noté. Alors, la défense en next, c'est pour protéger le poste 5, souvent qui va être ciblé par les attaques adverses. Et justement, pour éviter que ce poste 5 se retrouve face à un porteur de balle qui va le déborder, il y a un autre joueur, le joueur le plus proche de l'action, qui va changer en fait. Ce qui est pas un petit peu paradoxal parce que souvent dans les défenses classiques, on dit que l'aide vient pas du côté ballon, elle vient de l'opposé. Et là, en fait, ça va être le défenseur le plus proche, même s'il est du côté ballon, qui va décrocher pour prendre le porteur de balle, tandis qu'un autre joueur va aller courir pour prendre son joueur. Les joueurs se passent. On est toujours dans cette idée de se passer ces joueurs, passer les attaquants. Et c'est une organisation. De toute façon, ça s'improvise pas. C'est des choses qui sont travaillées. Moi, je les ai vues, ces défenses next, je les ai vues en Euroleague pour la première fois. Alors, je sais plus quelle équipe avait pratiqué ça. Les équipes espagnoles, souvent, font des défenses en next. J'ai vu l'Espagne qui avait défendu en next. Ça, c'est récent, non? Parce que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je pense que c'était il y a 3-4 ans. Ouais, c'est les 5 dernières années, clairement. Et même en NBA, du coup, les Nuggets sont souvent défendus en next pour protéger Nikola Jokic. Je pense qu'on a fait le tour des couvertures. On fera un épisode. Parce qu'il y a tellement de choses à faire autour du pick and roll. Je voulais juste qu'on parle aussi des défenses. Bon, j'ai parlé des défenses en switch. Aujourd'hui, il y a plusieurs nuances. Tu as le scrum switch. Le scrum switch, c'est vraiment changé au moment où la passe est faite quand il y a un mismatch et que le mismatch va être ciblé et qu'il y a un changement défensif au moment de la passe au poste bas, justement pour éviter ces avantages. Il y a aussi ces défenses plus pragmatiques où carrément on va laisser un joueur, en fait, un attaquant tout seul, et qu'un défenseur va rester planté dans la raquette. Et ça, on le voit de plus en plus en NBA, notamment en playoff. Oui, c'est-à-dire que en fait, cette notion selon laquelle tu peux pas avoir un joueur qui soit un non-facteur en attaque sur le terrain. Moi, je sais que la première fois que j'avais vu ça en NBA, c'était face aux Grizzlies quand il y avait Tony Allen, ou Tony Allen, je sais plus si c'était face aux Spurs ou une autre équipe, était complètement ignoré par la défense. On le laissait, même on encourageait l'attaque des Grizzlies à faire passer le jeu par lui, à ce que lui prenne les tirs, parce qu'il n'avait pas du tout cette capacité à sanctionner. Et après, tu m'avais parlé d'un exemple, toi, tu avais vu dans le championnat de France. En direct, c'était un match du Paris Basket contre Le Mans, que j'étais allé voir, c'était à Carpentier à l'époque. Et c'était Ndoye du Mans qui avait été laissé complètement seul par son défenseur qui était Jeremy Evans, qui est un poste 4, qui a gagné le concours de dunk avec Utah à l'époque et qui du coup, lui, restait planté dans la raquette. Et sur le début de match, ça a complètement perturbé l'attaque du Mans qui n'a pas su répondre sur les 10 premières minutes et Paris finalement a fait l'écart sur ça. Et ça m'avait vraiment surpris de voir ce genre de défense où le gars était vraiment tout seul. Et c'est perturbant parce que tu te dis je suis tout seul, je le prends le tir. Sauf que t'as un côté où tu réfléchis beaucoup. Oui, bien sûr. Tu vois, psychologiquement, c'est pas facile en fait de se dire il me laisse vraiment tout seul là. C'est vrai. Mais quand t'as justement ce niveau de réflexion supplémentaire, ça joue énormément en fait sur la réussite au tir. Complètement. Et c'est pour ça que j'avais trouvé, tu sais, TJ McConnell en finale NBA là. C'est un joueur que j'adore et il a été mis au défi de prendre des tirs. Il les a pris, il les a marqués. Et je pense qu'on ne mesure pas en fait la force mentale et psychologique qu'il faut pour quand tout est braqué sur toi. Et à ce niveau, tu sais pourquoi on te laisse la balle en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la défense a dit le pire tir que vous puissiez prendre, c'est celui-ci. Et j'ai l'impression que c'est des moments où tu as beau être un professionnel de ton sport. Ça te renvoie à des trucs de la petite enfance peut-être. Est-ce que tu vas prouver aux autres que tu es capable de faire un truc?
Et j'avais trouvé ça exceptionnel de la part de TJ McConnell. Ouais, complètement. Et juste pour finir, parler des défenses en Switch All, parce que je parlais du Switch tout à l'heure, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, le fantasme ultime en NBA, c'est de trouver cette équipe-là avec les 5 joueurs qui sont capables de défendre sur tous les postes. Et on en voit de plus en plus, de toute façon, de cette polyvalence défensive. Toi, tu n'aimes pas forcément qu'on switch sur tout. Enfin, en tout cas, tu n'aimes pas qu'on switch pour les mauvaises raisons, on en parlait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu switches parce que... En fait, déjà, encore une fois, je reviens à ça. Moi, j'aime la défense. Et si je défends, c'est pour gagner la balle. Et ce que j'aime, en fait, mon objectif, c'est d'inverser le rapport de force et dire, par exemple, tu vois, moi, j'aime beaucoup les défenses en step-out parce que, le pick and roll, c'est le moment fort de votre attaque. Vous voulez nous mettre en difficulté. Nous, on va renverser renverser les choses. On va vous mettre en difficulté sur ça. Et donc, le fait de switcher me gêne pas, mais il faut que tu aies le personnel pour le faire. Et la question, c'est pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que c'est plus simple ou est-ce que tu le fais parce que tu y as un avantage en fait. Et moi, c'est vraiment la question qui est très pragmatique. Et je pense que, tu vois, chaque entraîneur a un petit peu ses philosophies, mais à un moment, il faut que tu puisses d'abord regarder ton effectif et voir ce qui va le mettre... quels sont les facteurs qui vont lui permettre de réussir. Et c'est cette question-là, parce que tu vois, notamment, juste quand on joue en amateur, maintenant, le switch est tellement, tellement prépondérant que même si tu vas jouer en loisir, quelqu'un va dire, vas-y, change. Alors que toi, tu n'es même pas pris par l'écran. Je vois pas l'intérêt de changer si l'écran t'a pas impacté, par exemple. Ouais, je te rejoins. De toute façon, on ne l'a pas précisé, mais ces défenses en step-out, l'idée, c'est aussi de perturber un porteur de balle qui est dominant, parce que souvent, on défend agressivement quand le porteur de balle prend vraiment l'avantage sur les situations de pique. Mais ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant de toute façon, parce qu'on parle de défense. Il n'y a pas une défense qui est meilleure qu'une autre. En fait, exactement. L'idée, c'est d'avoir une défense qui est adaptée à ton personnel, entre guillemets, et de faire des choix cohérents, en fait, par rapport à l'effectif que tu as. Parce qu'une défense en drop, ça peut être effectif et efficace quand tu as un Rudy Gobert, mais ça peut être moins efficace quand tu as un joueur qui, justement, n'a pas cette faculté à pouvoir avoir l'envergure déjà de gêner le porteur de balle, mais aussi défendre sur ce pick and roll, tandis que d'autres défenseurs, d'autres postes 5 vont être très mobiles, très, très bons en fait de ce côté sortir fort, pouvoir se déplacer latéralement. Donc là, les défenses en step-out, les défenses en switch aussi peuvent être très intéressantes. Exactement. Je prends l'exemple de l'équipe de France dans la dernière campagne. Si tu as un défenseur comme Sylvain Francisco qui est capable de passer systématiquement au-dessus des écrans, tu n'es pas obligé de sortir en step-out en fait. C'est ça. Parce que tu peux le faire si tu le désires, parce que si à un moment tu veux trapper, etc. Mais en fait, moi j'ai trouvé admirable là-dessus Sylvain Francisco. Franchement, je le cite en exemple dans la capacité à passer au-dessus des écrans, parce qu'en fait, le pick and roll, encore une fois, qui doit être un moyen pour l'attaque de désavantager la défense. De créer une supériorité numérique en éliminant un joueur. Voilà, en fait, si le défenseur arrive à passer systématiquement au-dessus, tu as perdu du temps à t'organiser autour de ça et ça t'a rien amené. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est qu'il a provoqué un nombre de fautes offensives remarquable, parce qu'en fait, le porteur d'écran, à un moment, il veut tellement s'assurer de prendre le défenseur qui va bouger. Et voilà. Mais si tu as un joueur comme ça, effectivement, tu peux te dire, ces situations-là, non, on va pas sortir en step-out, il n'y a pas besoin. Mais si tu as un défenseur, je vais donner Mike Bibby comme exemple, que j'adorais, mais que je trouvais catastrophique en défense, qui ne va jamais passer au-dessus, qui ne va pas faire les efforts, là, il faut que tu puisses organiser ta défense de manière à ralentir l'attaque, et donc tes choix ne vont pas être les mêmes. C'est pour ça que je te rejoins. Il n'y a pas une défense qui est meilleure qu'une autre. Tout dépend de ce que tu veux faire de ta défense et tout dépend du personnel que tu as à disposition. C'est ça. L'idée, c'est contenir l'attaque. Et finalement, sur une défense d'écran, si tu arrives à contenir l'attaque sans changer, il faut le faire. Mais souvent, tu changes. Au plus haut niveau, tu changes aussi pour annuler ces avantages qui peuvent être créés face à des situations de pick and roll. Théo, on a fait hyper complet, je pense. Je crois. C'est pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, dans les commentaires, à donner votre avis, tout simplement, et à nous dire aussi ce que vous voulez qu'on aborde pour les prochains épisodes. En tout cas, Théo, je te remercie. C'était vraiment cool. Et on se retrouve bientôt. Ouais, absolument. Pourquoi pas pour parler d'évolution encore du jeu. Avec plaisir. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du jeu. Ciao. Ciao.